Bonjour. Donc voici Héloïse, Gay de Bélissen. Je suis venue vous présenter Les Enfants de cœur de l'Amérique, paru chez Anne Carrière. Après son succès il y a 2 ans, le roman de Boda, où elle explorait déjà les névroses de l'Amérique à travers le portrait saisissant de 2 de ses enfants de cœur, Kurt Cobain et Courtney Love, Héloïse nous revient plus en forme que jamais avec un 2e roman tout aussi rock'n'roll, mais avec une inspiration littéraire plus marquée. 4 personnages principaux se partagent le devant de la scène. Il y a Mark Chapman, né dans les 50s, gamin en surpoids, un peu différent de ses congénères, vous nous direz pourquoi, qui devient adolescent rebelle et qui s'engage chez les jeunesses chrétiennes pour s'occuper de jeunes orphelins. Mais Mark est surtout fan des Beatles et assassin de John Lennon, dont il pensera qu'il a trahi l'esprit de tous en quoi il croyait jadis. Il y a John Hinckley, né la même année que Mark, grand fan devant l'éternel de Taxi Driver, puisqu'il a développé une obsession passionnelle pour l'actrice fétiche du film, la toute jeune Jodie Foster. Il finira par tirer sur Ronald Reagan pour attirer l'attention de Jodie Foster. Il y a ensuite l'Amérique elle-même qui se raconte et qui se dit femme de devoir envers ses enfants, mais qui, semble-t-il, accuse des alertes de mère maquerelle. Puis il y a Holden Caulfield, personnage central de L'Attrape-cœur, roman un succès de Salinger, que tout adolescent devrait avoir lu d'ailleurs. Votre Holden Caulfield est coincé dans son personnage, en colère contre son auteur, et c'est d'ailleurs lui qui semble faire le lien entre tous ces personnages, Mark, John, qui sont tous 2 de grands lecteurs, admirateurs de Holden, dont ils se sentent proches, car ils ont l'impression, malgré les époques différentes, de partager les mêmes névroses. Merci Héloïse pour ce roman tout simplement génial et inventif. Un roman coup de poing, dont l'écriture incisive agit un peu comme des balles à blanc. Vous utilisez une langue parlée, mais avec un style tout à fait littéraire, qui s'inspire nettement de Salinger, à qui vous rendez un bel hommage. Vous avez une grande capacité à nous faire rentrer dans la peau de vos personnages, ces adolescents fragiles, que le milieu ambiant a rendus déviants, et qui sont, j'ai l'impression, un prétexte pour nous parler des figures légendaires et historiques de l'Amérique. On croise dans votre roman Marilyn Monroe, Elvis Presley, et puis des figures un peu plus tragiques, comme le jeune Emmett Till, le jeune noir lynché dans les années 50 aux États-Unis. Alors la première question qui vient, c'est d'où vient ce roman? Comment est-ce qu'il est né chez vous? Voilà. D'abord, merci pour le portrait du livre. J'ai envie de le relire, du coup. Ouais. Je l'ai lu 3 fois. Donc voilà. En fait, ce livre, il est né... je fouillais sur la vie de Mark Chapman, donc l'assassin de John Lennon. Et quand je me suis aperçue que... Donc, il bute John Lennon. Il s'assoit sur le trottoir devant le Dakota Building. Il attend les flics. Et en attendant les flics, il ouvre l'attrape-cœur, il le lit. Les flics arrivent, lui demandent son nom. Et il répond « Je suis l'attrape-cœur ». Donc là, on est dans le réel. Je me dis « Waouh, c'est quand même assez puissant ». Ensuite, je me rends compte que 4 mois plus tard, John Hinckley va essayer de tuer Ronald Reagan et que lui aussi est un fan de l'attrape-cœur. Et là, je me dis, c'est trop beau pour être vrai, faisons vite un livre avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et du coup, voilà, c'est né de ces 2 personnages complètement dingos. Et donc, j'ai vraiment fait de Mark Chapman un attrape-cœur, c'est-à-dire il est capable d'attraper les cœurs de Marilyn Monroe, de JFK, de tout un tas de gens, de toutes les célébrités importantes des États-Unis. Donc voilà, en fait, c'est grâce à eux, à leur folie, que ce livre est né. Donc dans le premier roman, c'était Kurt Cobain, Courtney Love, Nirvana d'un côté, Salinger de l'autre. En quoi la littérature et le rock ont-ils une influence sur votre façon d'écrire? Et en quoi cela a-t-il changé votre vie, finalement? Nirvana, pour le coup, ça a sauvé mon adolescence, c'est-à-dire que d'un point de vue sociologique, Kurt Cobain, il faisait partie de la première vague des parents divorcés, donc c'était un enfant de divorcés,
Et je pense que si tous les ados du monde se sont rejoints pour aimer la musique de Nirvana, c'est qu'on avait tous envie d'hurler quelque chose et qu'il l'a fait à notre place. Donc moi, je faisais partie de ces gamins. J'avais entre 10 et 13 ans pendant que Nirvana était à son apogée. Et du coup, voilà, j'ai voulu rendre hommage à Kurt Cobain, qui était mon amour d'enfance. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Oh, je m'aperçois que je tremble complètement, non? Moi aussi, mais ça. C'est vrai, mais moi, ça se voit. Un peu bon. Du coup, je sais plus ce que je voulais. Pardon. je mets le chaos. Oui, c'est Beckett qui disait que la vie, si on est sur Terre, c'est pour baver, c'est pour souffrir. Tu traites de l'adolescence beaucoup. Tu as traité de l'adolescence dans ton premier et ton deuxième roman. Est-ce que c'est pour parler de cette période-là où justement on se rend compte que la vie est souffrance, hein? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire, hein? Ce qui m'intéresse dans l'adolescence, c'est le basculement. C'est ce moment où on est en pleine métamorphose et où il va falloir être adulte coûte que coûte. Et c'est ça qui m'intéressait chez Nirvana et c'est ce qui m'intéresse aussi chez Mark et John. C'est des mecs qui ont 25 ans et qui, pour être dans l'âge adulte, vont être obligés de commettre des actes historiques et devenir des pauvres types, mais en lumière. Et l'adolescence, c'est être entre l'enfance et la jeunesse. Vraiment, ce basculement-là, ça m'intéresse beaucoup. Alors en fait, tu es assez marqué par la culture américaine, mais c'est vrai que dans le roman, l'Amérique qui parle est critique quand même, très critiquée. Il y a tout un passage sur les armes, sur la déclaration d'indépendance. Ouais. Donc il y a une espèce de fascination, répulsion. C'est ça, exactement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait de l'Amérique vraiment une mère, c'est la mère patrie, qui porte ses enfants, dont Mark Chapman et John Hinckley sont issus. Et en fait, c'est aussi une mère complètement névrosée et dégueulasse, quoi, qui leur fait faire des choses complètement folles. Et elle les regarde et en même temps elle les console, elle les aime. Et donc je pense que l'Amérique, comme chacun d'entre nous, a des parts sombres et des parts lumineuses. Moi, je suis plutôt allée vers la part sombre. Si l'Amérique était véritablement une mère, tu penses qu'elle serait une bonne mère ou une mauvaise mère? Ah là là, quelle question. J'en ai une autre après. Je pense que ce serait une mauvaise mère, mais en fait, elle fait ce qu'elle peut. Et ce qu'elle peut, c'est pas très beau à voir, quoi. Qu'elle n'hésite pas à sacrifier ses enfants, finalement. Elle les sacrifie, et puis voilà, il y a quand même tous les Indiens qui ont été massacrés sur cette terre avant toutes ces histoires. Je veux dire, il y a quelque chose de j'ai envie de dire déterminisme, mais elle peut donner que ce qu'elle est, et ce qu'elle est, c'est des flingues en vente libre, c'est aussi le cinéma, toutes ces choses magnifiques qu'elle s'est données, mais c'est... Ouais, je suis allée plutôt du côté de la folie, du truc un peu barge. Alors, tu as introduit un chœur en littérature, ce qui n'est pas banal. Hein. Quelle influence, en quoi cet emprunt à la tradition antique, le chœur antique, dit-il quelque chose de la tragédie dans laquelle on est aujourd'hui? En fait, toutes les mères pourraient être un chœur antique, là, pour le coup. Chacun dans son histoire personnelle. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était que Mark et John ont des enfances bancales. Et ils sont pas ancrés dans une histoire personnelle assez belle pour pouvoir s'en sortir. Donc ils vont se tourner vers leur mère patrie pour pouvoir essayer d'exister et faire un peu ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire rentrer dans l'histoire des États-Unis en grande pompe, c'est-à-dire dessouder un président, tuer un artiste. Donc le chœur antique, je trouvais ça assez drôle de le prendre et de le moderniser. Donc je trouvais que ça lui allait bien d'être un chœur antique qui présente ses enfants dans le bouquin et qui explique ce qu'elle en a fait, ce qu'elle voit d'eux et qui se voit aussi faire des choses vraiment pas belles, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ta façon d'écrire? Parce que du coup,
ton écriture est très inspirée de Salinger. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a le style parlé, il y a vraiment un style parlé, et en même temps, il y a quelque chose de soutenu. Enfin, c'est assez incroyable ce mélange. Et moi, j'ai relu du coup L'Attrape-Cœur, que j'ai donc adoré évidemment une seconde fois. Et je trouve qu'il y a vraiment cette patte. Comment tu as procédé? C'est difficile d'expliquer comment C'est venu, c'est-à-dire que ce livre, il est comme je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'assez cash, assez langage parlé, et à la fois qui peut dire des mots soutenus. Et du coup, je ne peux pas expliquer vraiment. Ce que je sais, c'est que quand je l'écris, je m'amuse. Et quand je m'amuse, il faut que ça dérape, il faut que ça soit aussi intelligent. Il faut qu'il y ait plusieurs lectures. Donc, je fais ce que je peux. Je suis comme l'Amérique. En tout cas, c'est très très réussi, c'est brillant, c'est un magnifique hommage, encore une fois, à Salinger. Et vraiment, je vous invite et je vous conseille vivement la lecture de ce roman. Voilà. Je disais tout à l'heure, qui agit comme des balles à blanc, quoi, qui laisse vraiment une empreinte, qui est pas douloureux, mais qui marque vraiment, qui est brillant, vraiment.